Salut à toutes, salut à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Il est 15h30, nous sommes en direct pour la deuxième édition de cette journée. Alors, on est retransmis partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux, sur Internet. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, partout. Donc, on est incontournable. Faites passer, partagez, likez et commentez. Cet après-midi, le sujet qui va nous intéresser, qui va nous rassembler, c'est l'archéologie. Et oui, l'archéologie, cette science trop méconnue, à mon avis, qui nous permet de mieux faire connaissance avec nos origines. C'est un sujet passionnant. On va en parler et on va s'intéresser notamment à la formation, comment devenir archéologue. C'est la première partie, top jingle. Et j'ai la chance d'être entouré de deux spécialistes. Je vous présente pour commencer Anne Parient. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des services d'archéologie de Lyon. Face à vous, il y a Guillaume Martin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes archéologue spécialiste du bâti. Vous nous direz ce que c'est exactement à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Autrement dit, c'est l'INRAP. Alors, question à tous les deux, c'est quoi l'archéologie? Comment on pourrait définir cette science trop méconnue? Anne. L'archéologie, pour moi, c'est une vaste question, mais c'est un lien avec le passé, un moyen de rester relié à l'histoire de l'humanité. C'est avant tout, je pense, une science humaine avec un H majuscule à humain. Et je pense qu'on parlera de ce que c'est devenu au cinéma, j'imagine. C'est un petit peu différent, en particulier par son rapport à l'homme plutôt qu'à l'objet, même si c'est les objets qui nous permettent d'être en lien avec cette histoire, cette grande histoire qui autrement aurait disparu. On va y revenir. Même question pour vous, Guillaume. Comment on définit l'archéologie? Littéralement, on peut dire que c'est la science du passé, archéologos. Après, pour moi, au quotidien, c'est un travail, c'est une activité, alors je dirais pas une passion, parce qu'une passion, ça engloutit un petit peu, mais c'est un métier dans lequel je me complais et comment dire. Comment on devient archéologue? Quel est votre parcours, par exemple? C'est un parcours académique, je dirais, parce qu'on est obligé souvent, pour rentrer dans de l'archéologie professionnelle, de passer par l'université. J'ai l'équivalent d'un Master 2 actuellement, ce qu'on appelait un DEA à l'époque, un diplôme d'études approfondies en archéologie médiévale des techniques. Et Anne, sans rentrer trop dans les détails, dans votre intimité, comment devient-on archéologue et directrice? Alors moi j'ai eu un parcours un peu mouvementé, en ce sens que j'ai d'abord fait de l'archéologie française à l'étranger, pendant 20 ans en étant membre scientifique de l'école française d'Athènes, après une agrégation de lettres classiques, et que je suis arrivée dans l'archéologie métropolitaine en 2001, au moment où les choses étaient en train de bouger, et je suis rentrée en France pour prendre la direction du service archéologique de la ville de Lyon. Donc on voit qu'une multitude de chemins s'offrent à vous pour arriver à l'archéologie. Vous, Guillaume, je le disais en introduction, vous êtes un spécialiste du bâti. Alors à quoi ça correspond? Écoutez, il y a différents types de spécialités dans l'archéologie. Et l'archéologie du bâti en est une, comme par exemple l'archéologie funéraire va étudier les vestiges de la sphère funéraire. Moi, je travaille sur l'archéologie de la construction et le plus souvent sur des bâtiments qui ont vocation à être transformés ou démolis pour juger de leur intérêt patrimonial et essayer de reconstruire leur histoire par différents types de sources, le croisement de différents types de sources sédimentaires, si on peut faire des sondages au pied de ces bâtiments, sources documentaires pour savoir comment le bâtiment, en tout cas pour les périodes historiques, est documenté, et évidemment sources matérielles lorsqu'on s'intéresse à la stratigraphie des différents états de construction et des différentes vocations qu'ont eu ces bâtiments. Donc ça va évidemment du château, de l'abbaye, mais aussi à l'habitat paysan, vernaculaire ou autre. Voilà, c'est du vestige qui n'est pas encore détruit, on va dire l'archéologie verticale, plus que de l'archéologie horizontale qu'on voit souvent, en tout cas dans les clichés relatifs à l'archéologie, avec son petit pinceau agenouillé. J'ai parfois des petits pinceaux, mais je suis plus souvent debout ou avec un marteau-piqueur également, ça fonctionne assez bien. Vous faites également partie de la cellule d'intervention sur les structures archéologiques profondes. Alors oui. Là, ça nous laisse sans voix. Qu'est-ce que ça veut dire, l'archéologie profonde? Alors, on est à l'INRAP une quinzaine au niveau national à faire de l'archéologie, des structures archéologiques profondes. Alors, par structure archéologique profonde, on entend des structures ou des espaces confinés tels que des puits, le plus souvent des mines, des carrières, des avennes, ou tout ce qui a trait au milieu souterrain et qui a fait l'objet d'une occupation, ou que ce soit aussi bien les cavités d'origine anthropique, à savoir des cavités créées par l'homme, comme des souterrains refuges, je citais les carrières ou les mines, mais aussi bien des avennes ou des grottes
grottes naturelles dans lesquelles les hommes ont pu laisser quelques artefacts ou en tout cas témoins de leur passage. Et nous, on intervient, c'est un peu de l'archéospéléologie en fait, dans l'aménagement du territoire qui rencontre ce type de vestiges. Alors on a le sentiment à vous écouter qu'il y a plusieurs types d'activités précises. Dans votre service par exemple, Anne, quels sont les métiers en exercice? Ah oui, il y en a vraiment beaucoup, de façon très diverse et très complémentaire. C'est la richesse du service archéologique de la ville qui est doté d'une quarantaine d'agents actuellement. On peut être archéologue en étant spécialiste de céramique, en étant spécialiste de numismatique, c'est-à-dire étude des monnaies, en étant spécialiste d'archéologie du bâti comme les Guillaume, en étant géomaticien, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la reconstitution, qu'on s'occupe de la carte archéologique au sens système d'information géographique maintenant, en étant géomorphologue, c'est-à-dire qu'on étudie la façon dont les sols, les sédiments se sont superposés, les sols se sont constitués. J'en oublie, on peut être infographiste, on peut être Guillaume, aidez-moi. On peut aussi parler simplement de travail administratif, de mise en place des opérations de fouille qui sont des machines complexes et compliquées dans lesquelles il y a différents intervenants législatifs, étatiques, les aménageurs, parce qu'on a peut-être oublié de préciser au début qu'il y avait quand même deux archéologies, vous me tromperez, l'archéologie programmée, c'est-à-dire l'archéologie amateur, où on peut aller, tout un chacun peut, dans le cadre d'un chantier estival, aller s'essayer un petit peu à l'archéologie. En tant que bénévole, en tant que bénévole. Et l'archéologie dite de sauvetage, ou l'archéologie préventive, dans laquelle nous, on officie, et qui est un féodé à l'aménagement du territoire, et s'intéresse aux vestiges qui seraient mis en péril ou doivent être fouillés en amont des aménagements. Alors pour ma part, ça sera plus de la réhabilitation de bâtiments, mais sinon lors de la construction, je ne sais pas, d'un train, d'un tramway, d'une extension de zone commerciale, paf, on tombe sur un site archéologique et c'est là que les archéologues doivent intervenir. Donc voilà, il y a tout un côté administratif et il y a aussi les métiers de la valorisation autour de l'archéologie, qui, on verra autour de la formation et autres, mais est mal connu, je dirais trop mal connu, parce que souvent mal documenté. Oui, alors c'est vrai, c'est un problème. Pourquoi aussi méconnu? Parce que vous n'avez pas saisi cette ère de la communication. Est-ce que, par exemple, vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites un petit peu de pub auprès des jeunes ou pas du tout? Est-ce que vous en parlez ou est-ce que vous ne souffrez pas d'un peu trop de discrétion finalement? On a longtemps souffert de beaucoup de discrétion, mais c'est vrai que les actions qui ont été mises en place et au niveau national et au niveau de chacune des structures, de façon complémentaire ou pas d'ailleurs, autour de la médiation de l'archéologie, avec en particulier les journées européennes de l'archéologie qui se déroulent le 3e week-end du mois de juin depuis 10 ans maintenant, 11 ans, 12 ans à peu près, et qui sont pilotées par l'INRAP, sont des moments de contact avec le public qui nous ont permis de sortir un peu de l'ombre dans laquelle on a été trop longtemps. Aussi parce qu'on n'est pas... Alors, ce qui manque très certainement dans les études d'archéologie, c'est l'apprentissage de la communication. Ça, c'est évident qu'on ne nous apprend pas forcément à communiquer ou à pratiquer une communication qu'il est absolument nécessaire qu'on fasse et qu'on pratique pour, comme vous dites, faire sortir notre métier de l'ombre et nos découvertes. Eh bien, ça tombe bien, profiter des compétences des étudiants, des étudiantes de l'ARFIS pour faire la promotion de l'archéologie. Ils sont là et ils sont à votre service. Alors, à propos d'étudiants, à propos de communication, avec nos équipes, on a rencontré Charles Viermain. Lui, il est à Lyon 2, en master. Et vous allez voir, il nous parle de sa formation, de sa passion. Il fait des relevés 3D, des relevés laser. Bref, ça fait rêver. Regardez. Je m'appelle Charles Viermain, je suis étudiant en Master 2 à l'Université Lyon 2. Donc c'est un Master archéologie, sciences pour l'archéologie. On a la possibilité d'ailleurs de faire, pour le M2, de faire une année d'alternance. On peut choisir de travailler par exemple sur la période romaine, sur la période gauloise, ou aussi en Proche-Orient, sur les civilisations orientales comme les Sumériens, les Akkadiens, l'égyptologie aussi. La thématique de cette année, il y a le monde funéraire et les guerriers, les échanges. On apprend à se servir d'une mire, d'une station pour faire de la topographie. On apprend aussi à utiliser les techniques géophysiques, à faire de la recherche en laboratoire, avec l'archéométrie qui est l'utilisation des sciences dures pour l'archéologie. Il y a tout ce côté aussi pour les relevés 3D, les relevés laser. C'est quelque chose de très important d'avoir en archéologie une documentation qui est carrée et que d'autres puissent reprendre pour valider les recherches qu'on fait.
Le moment où on devient archéologue, je pense que c'est le premier moment où on touche une truelle. Et vraiment, l'archéologie pourrait être mise en avant par les enseignants pour voilà, intéresser les jeunes à l'histoire. Voilà pour intéresser les jeunes à l'histoire, voilà pour ce témoignage de Charles Viermin. Alors c'est intéressant, on voit qu'il y a des technologies de pointe qui sont maintenant dans les métiers. On va évoquer toujours sur cet aspect formation les cursus, les conseils que vous pourriez donner. Est-ce qu'il y a un cursus idéal pour devenir archéologue professionnel ? Un cursus idéal, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de cursus idéal. Il y a plusieurs façons d'arriver dans l'archéologie. Aussi selon le type de métier qu'on veut y faire. On a parlé des différents métiers. Il y a des métiers qui sont maintenant des métiers très scientifiques et plus forcément portés par le littéraire ou par l'historique, comme ça a été le cas pour ma génération. Et donc, en dehors, évidemment, des masters très constitués, comme celui dont fait partie auquel est inscrit Charles Viermin, il y en a dans un certain nombre je préfère ne pas dire de nombre parce que je dirais des bêtises, mais un certain nombre d'universités en France. En dehors de ces masters archéologiques, il y a une autre voie qui est celle de la conservation du patrimoine qui passe par l'Institut national du patrimoine, après École du Louvre ou sans École du Louvre. Et puis, il y a la voie des archéologies à l'étranger, qui est celle que j'ai faite dans ma première vie professionnelle, qui consiste à présenter un concours, en général, une fois qu'on a passé sa thèse de doctorat, présenter un concours pour entrer soit à Rome, soit à Athènes, soit au Caire, soit dans d'autres instituts à l'étranger aussi. Donc c'est assez ouvert finalement. Hein, si c'est assez ouvert et c'est vraiment très de fonction du type de métier qu'on veut faire. Enfin, un géomaticien ne fera pas le même type d'études que quelqu'un qui veut devenir céramologue ou que quelqu'un qui va faire de l'archéologie du bâti, en particulier de la photogrammétrie. Il n'y a donc, à mon avis, pas de cursus idéal. Vous êtes d'accord, Guillaume ? J'abonde totalement sur le fait qu'il n'y a pas de... Bon, après, le tronc commun universitaire est quand même un préalable, en tout cas, je ne dis pas nécessaire, mais on rencontre le plus... Même chez les stagiaires, etc., il n'est pas rare que tout le monde ait un bac+5 lorsqu'on rentre dans les métiers de l'archéologie, même dans les métiers techniques de fouille. Après, si vous voulez faire de la recherche, évidemment, la thèse est la bienvenue, mais en tout cas, pour devenir archéologue de terrain et puis ensuite se fondre dans une spécialité chrono-culturelle ou un territoire, la filière universitaire est quand même, à mon sens, hein, je ne dis pas parce que c'est celle que j'ai faite, mais voilà, la connaissance empirique ou l'intérêt pour l'archéologie ne suffit pas. Il faut aussi apprendre quand même quelques techniques, il faut apprendre à rédiger, apprendre à lire et surtout faire un maximum d'expérience en tant qu'amateur sur des chantiers de formation pour savoir déjà si ça nous plaît, parce qu'entre la projection et la sublimation de l'archéologie et la réalité du terrain, il y a un monde, hein, parce qu'on travaille par tout temps, dans tout type de chantier, avec des impératifs climatiques, de rendu de fouilles, de terrain, etc., qui sont quand même assez intenses. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut être téméraire et en tout cas être sûr de son choix lorsqu'on se lance dans cette filière. Alors vous le savez, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, les vocations naissent souvent très tôt. Est-ce qu'il vous arrive d'accueillir des stagiaires ? Je pense notamment aux stagiaires de 3e, vous savez, qui restent une semaine dans les entreprises. Est-ce qu'on peut commencer très tôt ? On peut commencer très tôt. Et effectivement, le service archéologique de la ville de Lyon accueille plusieurs séances de stage qui durent sur une semaine en général et qui accueillent des 3e, mais aussi des secondes ou des premières. Ça dépend des collèges ou des lycées. Et on les accueille avec grand plaisir parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils découvrent tout un pan de ce qu'est notre activité, qui n'est pas l'activité telle qu'ils peuvent la concevoir à partir de films ou même de documentaires, même s'ils se multiplient. Et je ne suis jamais aussi contente que quand on voit revenir en stage universitaire, puisqu'on n'accueille pas que des stagiaires de 3e quand même, des étudiants qui avaient fait leur stage de 3e chez nous. C'est la récompense. Et ça, c'est une vraie récompense, absolument. Des stages aussi chez vous, Guillaume ? À ma connaissance, quelques 3e, mais j'en croise rarement. Ça, c'est pour des raisons de sécurité, c'est difficile de les amener sur les chantiers. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent faire des stages professionnalisants à l'INRAP, bien sûr. Bon, voilà le message. Mais pas au fond des puits, hein, c'est pas
il ne faut pas prendre trop de risques non plus. plus. Alors, le message est passé, vous l'avez compris, il y a des stages, des formations, bref, c'est possible de devenir archéologue, et il y en a 2 ici, des professionnels. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. Restez quelques secondes encore. Nous allons maintenant aborder Lyon spécifiquement, et les nombreuses fouilles, le patrimoine archéologique de la ville de Lyon et de sa région. C'est la deuxième partie. Alors, il est impossible de parler d'archéologie sans évoquer, bien sûr, tout ce patrimoine qui nous entoure ici dans le Rhône. Et pour commencer, voici un très beau reportage sur un des monuments incontournables. Je dirais que c'est un monument mythique. Il s'agit du théâtre antique de Fourvière. Regardez, découverte. On sait que le théâtre a été construit au cours de l'époque augustéenne, donc on est dans les années 15 avant Jésus-Christ. C'est pas un bâtiment qui va appartenir à l'empereur directement, mais c'est un bâtiment qui va être entretenu par les citoyens les plus riches qui vont faire une sorte de mécénat pour construire ce type de bâtiment et y organiser des spectacles. Aujourd'hui, vous voyez surtout ce qui nous reste de la partie inférieure des théâtres. Et dans cette partie inférieure, donc on est au plus près de la scène, c'est ici qu'on va retrouver notamment les citoyens. Ensuite, on va avoir une volée intermédiaire où on retrouvera ce qu'on appelle les hommes libres, qui se composent d'affranchis et de personnes étrangères. Et enfin, on aura une volée supérieure dans laquelle on va retrouver des esclaves. À partir d'un moment, on va arrêter d'utiliser le théâtre, on est aux alentours du IVe siècle, et à ce moment-là, on va recycler en quelque sorte les pierres qui sont à l'intérieur. Toute la partie des gradins va devenir une sorte de carrière, ce qui fait que le site est progressivement abandonné et enseveli. Et il faut attendre le XXe siècle pour avoir les premières fouilles, on va pouvoir le redécouvrir. Ici, on est dans un musée d'archéologie romaine. On va aussi parler de tous les autres aspects de la vie à l'époque romaine. Et donc, le musée centralise des collections qui viennent de Lyon et des alentours. Aujourd'hui, quand il y a des spectacles des Nuits de Fourvière, parce que le site continue de vivre, on accueille à peu près entre 3000 et 4000 personnes. Les visiteurs s'emparent un petit peu de ce lieu aussi, d'autant plus quand il n'y a pas beaucoup de monde, ils se sentent d'autant plus libres pour expérimenter justement l'acoustique du lieu. Magnifique site incontournable, et sachez qu'en 1998, 10% de la ville de Lyon a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien sûr, dans ces 10%, on identifie le Vieux-Lyon, les pentes de la Croix-Rousse, une grande partie de la presqu'île et bien sûr la colline de Fourvière. Vient de nous rejoindre Marie-Pierre Feuillet. Bonjour, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine au service régional d'archéologie. Alors ce site de Fourvière, c'est un incontournable, je le disais, c'est le site majeur? Ça a été une grande découverte du milieu du XXe siècle. Et c'est vrai que le théâtre et l'Odéon constituent un ensemble qui est quand même exceptionnel dans le monde romain. Alors, il y a une multitude de vestiges à Lyon, bien sûr, avec des époques différentes. Quelles sont les recherches auxquelles on peut s'attendre à Lyon, par exemple, les recherches réalisables à Lyon, si on cherche d'autres choses, d'autres époques que celle-ci? On pourrait y passer plus d'une émission. Là, le Moyen-Âge, beaucoup, non? Oui, mais alors en partant du début, on peut être préhistorien et trouver son bonheur à Lyon, puisque les débuts de l'occupation du site, en tout cas, datent de moins 10 000 avant Jésus-Christ. On est sur le haut des pentes de la Duchère, là, et on descend dans la plaine de Vèze avec des occupations 10 000, 8 000, 6 000 avant Jésus-Christ aussi. On a évidemment toute une série de vestiges qui n'ont pas le côté emblématique des théâtres romains, bien sûr, mais qui sont absolument passionnants, scientifiquement parlant, qui sont les vestiges de l'occupation gauloise, puisque ça n'est absolument pas les Romains qui ont créé le site lyonnais. Et puis, si on saute par-dessus les vestiges de l'Antiquité, sur lesquels on reviendra, j'imagine, on arrive évidemment dans l'occupation médiévale et ce qu'on appelle l'archéologie moderne et contemporaine trouve aussi à se nourrir des vestiges qu'on découvre en fouille quand on intervient sur un des secteurs de la ville. Bon, c'est un terrain de jeu formidable, si j'ai bien compris. Un terrain de jeu formidable pour toutes les spécialités archéologiques possibles.
Marie-Pierre, vous travaillez beaucoup en Savoie, par exemple. Et que se passe-t-il en Savoie? Est-ce qu'on trouve le même type de vestiges? Alors, on trouve des vestiges datant des mêmes époques avec des choses qui se ressemblent. Mais par exemple, on n'a pas en Savoie, on a des capitales régionales, mais qui ne sont pas à l'échelle de ce qu'est la capitale des Gaules, bien évidemment. Alors, il y a des vestiges qui sont plus particuliers en Savoie. On a notamment les villages préhistoriques qui ont été submergés par la remontée du niveau des lacs, les sites palafitiques, qui sont maintenant inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, j'aimerais maintenant aborder avec vous les fameuses arêtes de poissons lyonnaises. Là, c'est un secret encore non résolu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces arêtes et ce qu'elles représentent? C'est un réseau de galeries souterraines absolument sans parallèle. En tout cas, on n'en a pas trouvé au jour d'aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir été supposé lancer et de l'avoir fait une opération d'archéologie préventive sur ces arêtes de poissons au moment de l'ouverture du creusement du deuxième tube du tunnel de la Croix-Rousse. Et depuis, on ne les a pas quittés, parce que ce réseau de galeries qui ont une forme très particulière, avec deux espèces de colonnes vertébrales montant du Rhône jusqu'au sommet de la Croix-Rousse, et pour l'une d'entre elles flanquée de deux antennes qui ont donné le nom des arêtes de poissons étant donné leur forme, sont datées maintenant de l'époque antique, mais sans réelle identification de leur fonction, malgré quelques hypothèses qui sont en train d'émerger. Alors, elles sont interdites d'accès, elles sont protégées, ces arêtes, et pourtant, on trouve des petits malins qui arrivent à faire des films. Par exemple, sur TikTok, on a trouvé une vidéo amateur de quelqu'un qui se balade. Alors, est-ce qu'on peut lutter? Est-ce qu'on peut les empêcher? Que faire pour la sécurité, par exemple? Ça, c'est une vaste question. Écoutez, si on l'avait trouvé, on l'aurait fait. C'est un site dont la gestion relève de la métropole pour le moment, métropole de Lyon. Effectivement, on essaye d'empêcher les accès parce que problème de sécurité. Et puis parce que certains visiteurs de ces arêtes n'ont pas, on le voit sur les images qui des dégradations, sont passées, voilà, ne sont pas des visiteurs respectueux du patrimoine, et que tous ces tags qui peuvent certainement être considérés comme ayant un petit côté artistique sont plutôt des massacres du patrimoine sur lesquels ils se posent. Et donc, on aimerait qu'il y ait une espèce de consensus autour de la façon dont on pourrait visiter ces arêtes, en particulier par le biais d'une restitution 3D qui est en cours de réalisation. Pourquoi pas? Voilà. Alors, il y a une autre affaire, parce qu'il y a des dégradations un petit peu partout, malheureusement. Marie-Pierre, vous avez connu en 2020 une affaire inédite de pillage du côté du lac d'Aiguebelette, c'est ça, en Savoie? Oui, c'est-à-dire les gardes de la réserve du lac d'Aiguebelette ont pris quelqu'un qui se promenait avec un détecteur. Et puis on a trouvé chez lui des grandes quantités d'objets. Alors c'est une affaire qui est en cours, mais qui illustre le pillage systématique des sites en France et dans toute l'Europe. C'est un problème auquel tous les pays sont confrontés par les détectoristes, qui considèrent qu'ils font un loisir de découverte et de contribution à l'histoire, et qui en réalité détruisent une partie majeure du patrimoine, parce qu'à partir du moment où vous extrayez les objets qui vont être caractéristiques d'une époque, caractéristiques d'une fonction du site, vous privez le site de toute possibilité d'interprétation générale. L'image qu'on donne habituellement, c'est quelqu'un qui ouvrirait un livre et qui découperait toutes les images du livre. Oui, ça se fait pas, c'est clair. Dans une bibliothèque, on n'y touche pas. On y va même avec des gants blancs. Alors, je voudrais aussi évoquer avec vous un autre site. C'est la commune de Sainte-Colombe, 1884 habitants, c'est au sud de Lyon. En 2017, une fouille classée exceptionnelle a été prolongée de 6 mois. Donc là aussi, ce sont des conséquences de ces joyaux que l'on trouve où finalement la vie s'arrête un petit peu avec ces découvertes. Racontez-nous. Alors, la découverte exceptionnelle, en fait, c'est une catégorie administrative. C'est-à-dire que la procédure d'archéologie préventive comprend 2 étapes. Une première étape qui est un diagnostic, qui est censé déterminer ce qu'il y a comme vestige menacé par le projet d'aménagement qui a suscité ce diagnostic. Et ensuite, à partir des résultats du diagnostic, on organise une fouille préventive, puisque depuis la loi de 2001, on est passé de l'archéologie de sauvetage
héroïque des années 60-70 à une archéologie qui est totalement intégrée et institutionnalisée. Alors, donc, on prescrit les fouilles sur la base d'un diagnostic, mais l'archéologie, c'est une science humaine et on a parfois des surprises. Alors, les surprises, ce sont des vestiges qu'on ne pouvait pas attendre au vu des résultats du diagnostic. Donc, c'est une procédure un peu spéciale, avec des moyens supplémentaires, avec du temps supplémentaire par rapport à ce qui a été prévu au départ. Évidemment, c'est une procédure exceptionnelle qu'on n'utilise que dans les cas où on a des choses d'un intérêt scientifique majeur. Alors, je voudrais maintenant vous citer un autre exemple que vous connaissez bien sans doute. Ça se passe en Grèce, du côté de Thessalonique, où un chantier a été totalement stoppé, c'est ça, par évidemment une découverte qui a stoppé la ligne de métro. Ça arrive souvent, et quelques extraits, vous voyez ici, on a un extrait de l'article de Courrier International qui nous le précise. Mais comment on prend une telle décision de stopper un chantier aussi grand? C'est quand même incroyable. Alors, en France, justement, la loi de 2001 visait à donner des outils administratifs de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans des situations d'arrêter un chantier. Aujourd'hui, l'arrêt d'un chantier, c'est exceptionnel. Moi, pour l'instant, Savoie, ça ne m'est encore jamais réellement arrivé. C'est en fait l'échec de toute une procédure. Alors, ça peut arriver dans des endroits où on n'a jamais rien trouvé, où on n'a rien de connu, où on n'a aucune indication, et on laisse passer le dossier parce qu'on ne voit pas ce qu'on irait chercher à cet endroit-là. Et puis, bon, voilà, un site inédit qui sort. C'est déjà arrivé à Lyon, cela, Anne? Un arrêt alors depuis 2001, non, ça n'est pas arrivé, sauf par choix de la ville de Lyon sur le site de la Visitation, qui a arrêté un chantier. Et ce site de la Visitation accueille maintenant le grand chantier école de l'université lyonnaise et de l'université de Besançon. Mais sinon, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2001 qui permet la procédure dont Marie-Pierre vient de parler, ça n'est pas arrivé. Allez, mesdames, il nous reste une petite minute seulement. Vous le savez, nous sommes dans une école de cinéma, d'audiovisuel. On rêve d'Indiana Jones quand on pense archéologie. Quel message vous pourriez transmettre aux jeunes qui vous regardent? Très rapidement. Anne. L'archéologie, ça n'est pas Indiana Jones. Je sais qu'il y a un enseignant en Belize, je crois, qui se sert des films d'Indiana Jones pour montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire de l'archéologie. Alors ça tord le coup aux idées reçues. Marie-Pierre, rapidement, un message, en quelques mots. Je pense que ce qui est passionnant, c'est de reconstituer le passé à partir des traces matérielles que l'on trouve. C'est la définition de l'archéologie. Et ça, c'est une aventure passionnante. Eh bien, merci. Nous avons passé un moment passionnant en votre compagnie. De votre côté, vous savez mieux maintenant qu'il existe des formations et que tout peut mener à l'archéologie. Il faut respecter aussi les sites que vous découvrez et on ne se balade pas n'importe où. Merci beaucoup. J'étais ravi de vous accueillir. On se retrouve demain en direct avec une nouvelle émission à partir de 11h sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, on va parler sport avec un sujet qui n'a rien à voir avec l'archéologie, le skateboard. Mais là aussi, ça va être super. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes qui étaient en régie avec nous. Merci à tous les étudiants présents en studio en direct. Et merci encore à nos invités. À demain, 11h. Je compte sur vous.